Donc, Marianne Vidamant, je suis ingénieure de développement de l'IFCE, en charge du développement sur l'éthologie équine. Et donc, je suis basée dans une équipe l'INRA de Nouzy. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques codes ou réglementations de bonnes pratiques pour le soin et la manipulation des équidés dans d'autres pays que le nôtre et dans d'autres pays que la Suisse. Donc, les documents analysés ont été des codes, c'est-à-dire en fait plutôt des recueils de conseils ou des réglementations spécialisées sur le cheval et toujours écrites en collaboration, semble-t-il, entre un ministère de l'Agriculture, des socioprofessionnels et des experts. En Allemagne, il existe 3 codes. Ici, j'en ai analysé 2, un concernant l'élevage et l'autre les chevaux utilisés. Au Canada, il existe un code. Au Danemark, c'est une réglementation qui concerne uniquement le cheval. La Grande-Bretagne est la championne des codes parce qu'il y a non seulement le code Grande-Bretagne, mais des variantes pour le Pays de Galles et pour l'Écosse. La Norvège a une réglementation et des directives qui déclinent un peu les éléments de cette réglementation. Et les Pays-Bas ont également un code. Et je parlerai de quelques éléments sur la Suède. Pour les autres pays, je ne sais pas ce qu'il s'y trouve, mais je pense que dans l'Europe du Sud, il n'y a pas de ce genre de document. Donc, le plus intéressant, c'est peut-être le tableau qui est dans le document écrit, où en fait, j'ai listé tous les points, mais il n'y a pas de précision il y a juste des croix. Hein. Tous les points qui sont listés dans chaque code. Et donc, bon, pour les gens qui s'intéressent vraiment au sujet, voilà, j'ai essayé de faire des paragraphes pour essayer de comparer ces codes. Et donc, les points qui font consensus, qui sont apparus dans la moitié des codes et réglementations, concernent les devoirs et responsabilités des personnes en charge des chevaux. Alors, soit les propriétaires et détenteurs, où en fait, on insiste sur le fait que l'achat doit être réfléchi, que la personne doit acquérir des connaissances et avoir un budget suffisant pour pouvoir gérer son cheval correctement, et la formation des professionnels et des cavaliers sur la connaissance de l'animal, mais aussi sur l'exercice correct de leur profession pour limiter les douleurs et les contraintes sur l'animal. Autre point qui fait consensus, c'est en début de document des rappels de notions de base sur les besoins des chevaux et leur biologie. Donc on a dans tous les codes le fait que les chevaux ont besoin de manger des fibres et souvent besoin de contacts sociaux et de mouvements. Et au niveau de la thermorégulation, il est précisé que les chevaux supportent de grandes variations, enfin des températures très variées, de grandes variations de température s'ils ont un temps d'adaptation et ils supportent très bien les basses températures. Vous voyez, c'est le code norvégien. Si effectivement ils ont eu le temps d'avoir un gros poil et du couchage et qu'ils ont accès à un couchage au sec. Pour ce qui est du logement en box, tout le monde est d'accord pour que la taille soit suffisante du moment qu'on ne commence pas à donner des tailles. Qu'il y ait un box de poulinage présent, un espace de quarantaine, que la litière soit absorbante avec un curage régulier et que l'air soit fréquemment renouvelé, soit par ventilation naturelle ou artificielle, et présentant une faible humidité. Tout le monde est à peu près d'accord également sur le fait que les écuries ou que le cheval doit avoir accès à de la lumière. Et il est fréquemment indiqué également qu'il est nécessaire d'avoir alarme d'incendie et plan d'évacuation en cas d'incendie. Au pâturage, les clôtures doivent être solides, bien visibles et sans barbelés. Le pâturage, s'il est permanent, doit comporter un abri et les dominés doivent pouvoir aussi se reposer si c'est des arbres, ou dans l'abri.
Bon, on passe sur le fait que l'alimentation doit contenir des aliments fibreux. Et au niveau des soins et de la santé, donc les codes sont soit très détaillés, soit pas du tout détaillés, mais on retrouve toujours mention sur les soins des pieds, la nécessité de vermifugation et évidemment le fait d'éviter blessures et douleurs. Enfin, sur les points qui font consensus, il y a la relation homme-cheval et les apprentissages. Et donc, très souvent, il est mentionné que dans le jeune âge, le cheval doit avoir été en contact avec l'homme, doit avoir appris la base, le minimum du minimum. J'ai oublié une photo. Et il est mentionné également que les apprentissages doivent être cohérents et progressifs, adaptés à l'âge, et qu'il faut adapter l'intensité des aides et limiter les punitions et les contraintes. Alors après, il y a beaucoup de points qui sont différents entre les codes, notamment en écurie, donc la taille du box préconisée, soit il n'y a aucune indication, soit pour un cheval par exemple de 1,65 m, parce que souvent les tailles font varier les tailles des box, donc ça va de 9 m² pour Norvège-Suède à 13 m² pour Grande-Bretagne. En général, il s'agit de 2 fois la hauteur du garrot au carré, qui permet au cheval effectivement de se coucher et de se relever facilement. Le temps en liberté, eh bien, il comporte soit oui ou non l'exercice monté ou autre, et il va de 1 fois par jour, Suède, Canada, Grande-Bretagne, à plus, 4 heures par jour pour les Pays-Bas. Et puis pas mentionné dans les codes allemands, mais qui préconisent beaucoup le logement en groupe. En écurie, on a le problème des stalles, donc cheval attaché, qui va de l'interdiction au Danemark, en Pays-Bas à partir de 2017. Il est juste mentionné en Allemagne que c'est contraire au bien-être. C'est limité, c'est-à-dire que les chevaux doivent sortir absolument, mais c'est autorisé en Norvège et en Suède, et c'est toléré au Canada et en Grande-Bretagne. Pour ce qui est du pâturage, l'abri peut être artificiel ou naturel dans les 4 pays, Canada, Pays-Bas, Grande-Bretagne et Allemagne, et seulement artificiel en Norvège et au Danemark. Et en fait, j'ai trouvé donc des mentions sur l'attache à un piquet. Au début, je ne comprenais pas du tout de quoi il s'agissait. Et en fait, donc, ce n'est pas mentionné dans certains codes, alors que c'est bien précisé dans le code canadien et dans le code de Grande-Bretagne que c'est à utiliser avec précaution, mais c'est toléré. Au niveau du social, les contacts avec les autres chevaux peuvent être, comme a mentionné Anya, soit des contacts complets, des contacts libres, soit des contacts limités, visuels ou auditifs ou tactiles, ou par l'odeur. Et après, en fait, on a toute une série de choses très différentes. Par exemple, donc, les jeunes chevaux doivent être en pâture avec d'autres quand ils ont moins de 2 ans au Danemark, quand ils ont moins de 1 an en Suède. Et les chevaux seuls aux Pays-Bas peuvent être seuls dans leur box, ou dehors, je ne me souviens plus, s'ils ont des contacts journaliers avec d'autres chevaux. Et dans la construction des écuries, maintenant en Suède, il est vraiment préconisé de faire des constructions d'écuries où les chevaux sont à plusieurs, ainsi qu'en Allemagne. Et en fait, les seuls exemples qui sont donnés dans le code allemand ne sont que des logements en groupe, comme vous voyez en dessous. Et donc, en Grande-Bretagne, il s'agit simplement de sortir avec d'autres chevaux quand on est dehors. Les pratiques d'élevage. Donc, il y a le marquage au fer rouge, qui est toléré mais à éviter au Canada, dont on ne parle pas dans beaucoup de codes.
et qui est interdit au Danemark, en Écosse, aux Pays-Bas et en Allemagne, mais ça, il s'agit plutôt de réglementation. La névrectomie est interdite, Danemark et Allemagne, donc comme en Suisse. Et il y a aussi le fait de ne pas raser les poils sensoriels, donc les vibrisses dont on a parlé ce matin. Mais ça n'est que dans 2 codes. Et puis, il y a des tas d'autres points qui sont mentionnés dans un code, qui ne sont pas mentionnés dans d'autres. Et je pense que c'est du fait de réglementation antérieure dans le pays ou du fait de réglementation de l'Union européenne, comme le transport et l'abattage, ou de réglementation ou d'usage acté depuis longtemps, comme en Grande-Bretagne avec la codectomie. Et peut-être aussi du fait d'absence de consensus sur certains sujets dans certains pays. Donc du coup, ils n'ont pas réussi à écrire quelque chose à ce sujet dans leur code. Donc en conclusion, il m'a semblé, et puis c'est même explicité en clair, notamment dans le code canadien, que ces codes et réglementations sont le résultat d'un consensus entre valeurs de la société, tradition, savoir, sur les besoins des chevaux, que ce soit scientifique ou empirique, et les possibilités pratiques et leurs coûts. Et dans le code canadien, il y a bien écrit qu'un consensus produit une décision qui, de l'avis de tous, fait progresser le bien-être animal, mais ne signifie pas que tous les aspects du code ont été approuvés à l'unanimité. Et voilà. Donc je remercie les personnes qui m'ont permis de mettre la main sur les réglementations, le Google Traduction pour essayer de les comprendre. Et j'ai trouvé qu'il y avait des très jolis petits pictogrammes sur le code du Pays de Galles qu'on retrouve à toutes les pages. Et ce code, qui est pratiquement le même que le code anglais, enfin de Grande-Bretagne, est beaucoup mieux présenté et beaucoup plus facile à lire et agréable. Et donc celui-là, il est en anglais, donc en plus, on peut le lire beaucoup plus facilement. Voilà. Alors moi j'ai traduit après, voilà, c'est toujours plus ou moins les 5 libertés. Bon, je ne vais pas. Ah ben je peux rester là.